Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. مرحبا بكم. Bonjour Habib. Bonjour Alim, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu me dis où il y a un problème de son? Parce que j'utilise Non, ça va, là c'est bon. On est bon. deux devices différents, donc tu me diras. Donc, est-ce que Non, je faut... je suis يزيدوا quelques personnes et on va commencer. Très bien, très bien. شكون معنا اليوم؟ Alors, on a beaucoup d'Amine. Bonjour Amine. On a Mariam. Bonjour Mariam. Siwar. C'est Bonjour Mariam. nos frères Bonjour tunisiens. Amine. مرحبا بكم. Bonjour Wardia. مرحبا بك. Ça serait bien quand كل واحد يقول لنا في les commentaires منين l'entreprise اللي يخدم فيها. Si c'est pas indiscret. Sinon, ils nous donnent pas le secteur d'activité. Comme ça, ce serait bien qu'on oriente notre présentation ou l'expérience d'Anna selon les secteurs ou les types d'entreprises dans les participants. Bonjour Amine Abid. On a Amine Habib et Amine Abid. كنت لقيته. Ah, c'est deux Amine Abid. Amine Habib et Habib Abid. Ah ouais, Habib et Abid, ok. Myriam, bonjour. Donc, agroalimentaire. Myriam Belkadi, Orange Travel, tu es déjà membre avec nous. Marhaba bek. Parfait. Siwar, bonjour. Endatao, très bien. Établissement de paiement, mobile payment, c'est bien. مرحبا. Secteur conseil RH, parfait. Marhaba bek, Amine. Amine Abid. Il faut qu'on cite le nom parce qu'il y a deux Amine. Amine Habib, consultant S&P RH. Marhaba bek. C'est bien, déjà, quand il y a des consultants, on a de tout. Consultant RH, consultant système d'information. Justement, Amine Habib, on t'invite à partager ton expérience en commentaire pour affirmer ou désaffirmer, ne pas être en accord avec nous. Parce que ça, l'idée, justement, c'est d'ouvrir les débats, essayer de partager notre expérience, ce qui a été testé chez vous ou pas. Donc, on aimerait bien que ce soit dans cette dynamique. Donc, échange que webinaire, genre, sans question. Justement, c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire. C'est une thématique qu'on n'a pas l'habitude de faire souvent. Donc, parce qu'on sait que c'est une thématique qui est très technique. Exactement. Je ne sais pas. Ah. Donc, c'est une thématique qui est très technique. Beaucoup de gens m'aillent. Donc, on est habituellement sur des thématiques qui vont être un peu plus dans la généralité, dans la gestion RH, dans la gestion de la paye. Et aujourd'hui, justement, parce qu'on a vu que beaucoup d'entreprises, ils rafoument la mise en place d'un SIRH ou d'un outil RH en général. Et ils ont peur que ce soit des projets qui prennent beaucoup de temps. Ils ont peur que ce soit des projets qui vont être voués à l'échec parce que ça risque d'être compliqué. Et justement, aujourd'hui, on est là pour démontrer le contraire, en gros, parce qu'au final, tout dépend de l'équipe et de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on va voir principalement aujourd'hui. Bonjour, Wafa, marhaba bek.
Donc, ce qu'on a prévu aujourd'hui de Nchofo ensemble, donc on a prévu de voir premièrement pourquoi plusieurs projets SIRH ou là, certains projets échouent et comment on peut éviter les pièges dès le départ. Les clés les plus importantes pour un bon déploiement et qu'il n'y ait pas de friction, donc que ce soit entre les équipes ou là entre les RH, etc. Et le rôle du Customer Success dans la réussite du projet. C'est une partie qui est souvent oubliée et aujourd'hui, on a vraiment voulu mettre le point sur ça parce qu'elle a été très, très, très souvent oubliée depuis le temps qu'on opère dans le secteur d'accompagnement des clients. On a vu que le Customer Success est une partie qui est très souvent oubliée. Et enfin, on va vous montrer du coup le concret. Donc, et bien sûr avec vos avis aussi, les RH un cas concret d'un déploiement d'un SIRH à un de nos clients. Donc, la première partie, on va commencer par un truc qu'on a remarqué aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'on opère dans ce secteur-là. Et on a réussi à catégoriser à peu près les entreprises. On a parlé à un peu plus de… Combien d'entreprises, Habib? Plus de 2000. Beaucoup plus de 2000. Donc, je dirais quand on dit qu'on a parlé à beaucoup d'entreprises, c'est qu'on a vraiment parlé, pas justement échangé juste par téléphone, mais c'est des entreprises qu'on a rencontrées, avec qui on a échangé sur les enjeux, sur les difficultés, sur leurs craintes, sur leurs peurs. Et c'est à partir de là qu'on a vraiment qu'on a pu catégoriser, on va dire, les trois grandes lignes, tu as les types d'entreprises. Et c'est à partir de là qu'on peut définir la suite, tu as la crainte et la peur. Donc, chaque type d'entreprise a ses caractéristiques et c'est à partir de là où il y a d'autres défis. Donc, chacun a ses défis propres à ce type d'entreprise. D'ailleurs, si tu peux nous lancer le sondage sur les tailles d'entreprise et les secteurs d'activité, ce serait excellent pour avoir un peu de chiffres. Donc, on a catégorisé 3 types d'entreprises. Si vous envoyez d'autres Polona en commentaire, ce serait cool. Donc, le premier, c'est une culture qui est déjà tournée vers la digitalisation. On a souvent parlé de culture d'entreprise comme les événements Tawarna, que ce soit les événements d'Emploatique ou la Data Lantéo. On parle de la culture et c'est là où il compte généralement le point de départ. Et quand on est dans une entreprise qui a déjà l'habitude d'utiliser certains outils, par exemple, si elle est déjà on va prendre un exemple classique, si elle utilise déjà des outils de recrutement digitaux, comme Emploatique par exemple, à ce moment-là, on va savoir que c'est une culture qui va être plus ouverte à passer à un certain projet, à partir d'un CRH ou à changer de projet. Mais ils vont avoir peur, Hadoud, de rater la mise en place de leur SIRH. Donc ça, c'est la première catégorie. C'est ça. En fait, la première catégorie, j'aurais juste ajouté une petite couche, c'est qu'ils ont ce mindset, ils ont cet esprit-là, ils ont l'habitude, et leur crainte, c'est surtout, c'est pas la crainte, mais leur frein, c'est ce qui est ralenti, c'est pas un frein, c'est surtout de vouloir idéaliser, donc de vouloir avoir la meilleure chose et dans les meilleurs délais. Et c'est ça qui fait traîner un petit peu les choses. Mais après, c'est légitime. Donc, le plus gros, déjà, il est là parce qu'ils ont déjà une connaissance, ils ont déjà une expérience. Donc, c'est normal qu'ils veulent avoir la meilleure approche pour ce projet-là qui va s'ajouter à d'autres projets, on va dire, de digitalisation. C'est ça. Donc, sur la deuxième catégorie, on va avoir des équipes qui vont parfois être désengagées dans l'optique où on va prendre le cas de nos chers professionnels RH qui sont souvent très dépassés par les tâches les par la gestion administrative les derrière, même si ça peut être un outil qui peut les aider dans leur quotidien, mais ça va quand même être perçu comme un projet qui va être très gros. Et on va avoir des réticences ou là, des inquiétudes par rapport à ça, parce que est-ce que j'aurai le temps de me concentrer sur ça? Comment je vais pouvoir continuer à gérer les pépins du quotidien et bosser sur un projet aussi important que la mise en place d'un SIRH? Donc, c'est souvent ce qui est oublié parce que, Hana, on a sorti cette catégorie aussi, parce que parfois, le besoin de changement ne vient pas de le RH en lui-même, mais de la direction. Et on verra après, plus tard, pourquoi ça peut créer des fois des dysfonctionnements dans l'entreprise ou là pour la mise en place.
entre les équipes RH ou bien la direction ou bien d'autres membres de l'entreprise. Donc, ça va susciter beaucoup de réticence et on va se dire, est-ce que je vais pouvoir gérer tout ça? Et donc, forcément, avant même qu'on s'en rende compte, avant même de commencer le choix d'une solution, la mise en place d'une solution, le principal concerné risque d'être désengagé et ça va apporter beaucoup de problèmes un peu par la suite. Ouais, surtout qu'on sait que dans le département RH, en fait, la structure RH en général, c'est la structure de la sous-staffée dans l'entreprise. Et c'est l'entreprise, et c'est le département le plus sollicité en entreprise. Donc, c'est le prestataire de services internes quelque part. Et donc, le fait de craindre de s'aventurer sur un nouveau projet est tout à fait légitime parce qu'il se dit je vais me lancer dans un projet, donc je vais délaisser un petit peu mon travail, donc je ne pourrai pas réaliser dans les délais. Et donc c'est cet équilibre-là qu'il n'arrive pas à trouver pour se lancer dans ce type de projet. Donc ça, c'est un autre cas de figure qui s'accompagne de la catégorie d'entreprise. Et enfin, le dernier, donc c'est la partie mindset, Hadar alayha Habib tout à l'heure. Et généralement, on ne va pas avoir une entreprise alignée. Ça se rejoint un peu sur ce qu'on disait au départ, mais là, on va être sur une optique différente. Donc là, c'est la DRH, donc c'est la direction des ressources humaines qui veut un outil, qui a le besoin, mais c'est la seule à se battre pour. Parce que personne ne comprend ce qu'elle est en train de raconter. Les gens, le reste de l'entreprise, ils peuvent dire non, mais en fait, vous n'êtes pas en train de gérer grand-chose. On le sait, mais nous, on sait justement que vous êtes en train de gérer beaucoup de choses et ça crée encore une fois, des dysfonctionnements l'entreprise et ça peut des fois toucher carrément, on peut aller un peu plus loin, des fois on peut extrapoler, mais l'expérience d'un collaborateur au sein de l'entreprise, il va voir que la DRH est en train de faire une chose, le reste de la direction fait une chose, Homa, ils sont au milieu, ils ne savent pas comment faire leurs demandes, comment on va gérer cet aspect. Donc, le DRH, au final, il va se sentir un peu délaissé et dans cette envie de digitaliser, de faire pousser l'entreprise vers d'autres projets beaucoup plus intéressants. Ouais, c'est ça. En effet, des fois même, il y a même des DRH qui quittent des entreprises hein, quand ils poussent et ça ne suit pas derrière. On l'a vu, qui quittent des entreprises et qui vont dans d'autres entreprises où ils peuvent réaliser ce type de projet parce qu'ils connaissent très bien l'impact, ils connaissent très bien l'enjeu et donc s'il ne peut pas mener son projet comme il se doit, il ne pourra pas avancer et arriver à atteindre les objectifs qui veut ou même attendre de la direction. La direction impose des objectifs qui nécessitent des moyens, mais elle ne suit pas sur les moyens parce qu'elle les juge pas importants, pas urgents, pas prioritaires. Et c'est ce qui fait que du coup, rapidement, le DRH peut ressentir une certaine frustration dans ce sens. كما قالها notre DG في le HR meetup تاع employtique, si la culture ne matche pas et si on n'a pas les moyens qu'il faut, faut partir. Donc c'est hard, mais parfois c'est ce qu'il faut. En fait, ça c'est valable pour tout type de profil. Hein. Exactement. Mais dans une entreprise pas que de la RH. qui ne s'aligne pas avec notre culture et nos valeurs, on ne peut pas rester dans cette entreprise. Et il y a un point qu'on a oublié de souligner, je pense, Habib, c'est la taille des entreprises, justement, et les secteurs d'activité. Ça varie, en fait, comme les problématiques ou les catégories vont varier en fonction de la taille et de l'entreprise. Donc, des fois, on peut avoir des entreprises qui vont être petites, mais qui vont négliger l'importance de la mise en place. Ils vont se dire non, mais on n'est pas beaucoup, on est 20, on est 30 employés, ça va se faire vite fait, c'est pas compliqué. Les plus gros vont peut-être avoir beaucoup de moyens balèques sur la partie équipe, etc. Mais ils vont se dire non, mais en fait, à la Balier, les employés parce que moi, je travaille dans tel secteur d'activité. Donc, le secteur terri, je sais que ce n'est pas ce qu'il leur faut. Et on tombe dans différents cycles qui ne sont pas très bons en fait pour l'entreprise et surtout pour si on veut assurer une réussite à la mise en place d'un outil. Oui, c'est ça. Surtout, on a vu un phénomène
surtout dans les entreprises qui commencent petits, qui grandissent très très vite, donc ils ont une forte croissance, et d'un seul coup, ils se rendent compte qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, et en fait, quand ils étaient petits, on les avait approchés et ils disaient non, on est petit, pas besoin, c'est gérable avec Excel, etc. Et dès que ça va très très vite et le nombre d'employés augmente, et donc on a besoin de plus de centralisation, de digitalisation et de meilleure expérience collaborateur. Et c'est à partir de là qu'ils se rendent compte qu'ils auraient dû le faire avant. Parce qu'en fait, un projet, quand on le fait à petite échelle et qu'on est engagé bien sûr dans le projet, on le verra par la suite, c'est mieux de le mettre en place dès le début et ensuite même les collaborateurs qui vont arriver, donc ils vont l'adopter très rapidement, donc ils vont trouver ça, c'est ça le process en entreprise, que de laisser l'entreprise grandir et là repartir sur une grosse communication, etc. Bien sûr, on verra aussi ça par la suite. Donc voilà, et pour le secteur, j'aimerais ajouter un petit point. En fait, sur le secteur, on voit beaucoup d'entreprises de certains secteurs qui partent sur des préjugés, on va dire. C'est-à-dire, ouais, dans mon secteur, les managers ne sont pas très impliqués dans les RH, ils n'ont pas la culture pour s'impliquer dans le management de leurs équipes. Parce qu'en fait, on dit souvent que la fonction RH, elle est répartie entre la direction des ressources humaines et les managers. Mais en vrai, on ne met aucun outil à disposition du manager pour gérer ses équipes. À moins des choses, pour un congé, il doit revenir vers les RH. Donc, on ne peut pas avoir des préjugés tant qu'on n'a pas essayé, parce qu'il faut les impliquer dès le début. Donc, il faut les former à gérer leurs équipes, les former sur cette responsabilité par rapport aux ressources humaines. C'est le premier qui est en face de ses équipes. Donc, c'est à lui, c'est son rôle principal de gérer son équipe du côté RH avant le côté fonctionnel. Donc voilà, il y a Amin Abid qui a mis un commentaire, c'est pourquoi il faut négocier dès le début, lors de l'entretien, les outils qu'on juge nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisation RH. Exactement. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut les négocier dès le début, les prioriser et mettre une timeline, ce qu'on verra par la suite. Donc, on va passer à la première partie la plus importante. Donc, pourquoi les projets, ils échouent en entreprise aujourd'hui? Et on va voir principalement quatre points qui vont être importants. Le premier, ça va être le manque d'alignement interne. Donc, ça revient au chemin. On va avoir des objectifs qui vont être flous ou contradictoires. Une gestion du changement qui va être prise à la légère, et enfin une sous-estimation de l'effort réel. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le manque d'alignement interne? Le manque d'alignement interne, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Donc, il va y avoir un fossé entre soit la direction en termes de DG, manager, general manager, on appelle ça comme on veut l'entreprise, et le RH, où là, le IT, celui qui va être à l'initiation du projet de digitalisation ou là de choix d'une solution. Et les 4 points dont on est en train de parler, on est en train de les mentionner, que ce soit avant le choix d'une solution ou bien pendant le déploiement de la solution ou bien après. C'est les 4 points, on doit les garder du before, tel after, tel le pendant. Donc, c'est 4 points à ne pas négliger. Et généralement, on va avoir du coup la problématique. Donc, le DG, par exemple, ou à la direction générale, si c'est porté par de la DRH, il va lui dire c'est quoi l'impact d'acheter une solution, ou de mettre en place un SIRH avec les outils au lieu de gérer les employés. Ou là, il va lui dire non, la taille d'entreprise, là, qu'est-ce que ça va, en quoi ça va nous aider d'avoir un truc pour digitaliser la gestion RH. Si c'est un peu plus grand, il va lui dire d'accord, mais je vais gagner quoi aujourd'hui en tant que directeur général? C'est quoi le concret, l'impact de la solution pour nous en tant qu'entreprise et pour moi, même business et non pas juste action quotidienne. Et à ce moment-là, on va créer, on va dire, un fossé parce qu'il y aura un manque de soutien
et il y aura un fossé entre les équipes. Donc, tout le monde va avoir من جهته, et au final, on ne sera pas synchronisé pour avancer kiff-kiff vers un objectif commun. Et c'est ce qui va nous mener vers, en bas, les objectifs qui vont être flous ou là contradictoires. C'est ça. J'aimerais revenir back sur le premier point. C'est vrai que je reviens sur le fait que tu as dit, c'est un point très important, que la direction, le top management, généralement, ils sont orientés business. Donc, les RH, généralement, c'est le dernier point à optimiser ou Ils sont lésés, qu'on le dise. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, alors que là, c'est vraiment stratégique, parce que là, on parle de l'humain, c'est ça le capital vraiment de l'entreprise. Et si on a un bon capital humain qui est bien géré, bien développé, c'est là que l'entreprise peut réussir. Et donc, c'est pour ça que le réel défi des DRH, quand c'est eux qui portent le projet, c'est vraiment de convaincre les décideurs, donc le top management, des ROI directement. Ils peuvent parler chiffres. Voilà combien ça me coûte. En fait, on a un petit calcul qu'on donne très rapidement. Un des indicateurs, en fait, les congés. Moi, je pose la question souvent au DRH, est-ce que vous avez calculé le coût de la gestion des congés? Uniquement le coût de la gestion des congés. Et là, il me dit, non, on ne calcule pas ce coût-là. Mais si on le calcule, on va voir que c'est 1h30 à peu près de temps entre les différents intervenants, entre le gars qui veut partir en congé, alors il fait la demande, le manager est-ce que notre congé chalandé, sol, il le fichier Excel, il le rappelle, etc. Tout de bout en bout. Donc, de l'expression du besoin, de l'intention de partir en congé jusqu'au type de congé, c'est 1h30 d'intervenants. Donc, si on prend 1h30 fois le nombre de collaborateurs fois le salaire moyen chargé, bien sûr, de l'entreprise, là, on va retrouver le coût. Et là, vous allez voir que c'est vraiment impressionnant. Vous allez voir que l'entreprise paye des fois peut-être une masse salariale, un mois, pour gérer la partie RH. Donc, et si on optimise cette partie-là en investissant sur le bon outil, ça nous permet vraiment d'avoir un retour sur investissement. Et donc, c'est ce langage-là qu'il faut adopter avec les décideurs qui sont orientés business dans la plupart des cas, dans 90% des cas. Et il y a aussi une autre bataille qui est menée. Pardon? Vas-y. Il y a aussi une autre bataille généralement qui est menée, qui m'a gagné rôle. J'avais vu le commentaire de Amin, qui parlait de l'installation d'un ERP, et du coup, c'est le côté IT qui va avoir plus le lead sur le projet, or qu'au final, la partie RH, le dakhel, va être un peu oubliée. Et on revient encore une fois, du coup, tous les dès le départ. Le RH, il dit là, moi, je veux une solution qui fait que de la RH. On va voir le IT ou le DG qui va dire non, on a besoin d'un ERP qu'on peut développer en interne. Mais un outil si on a la ressource IT en interne, et du coup, ça va devenir un projet IT. Ou ils aident les frictions et deux teams en gros. Team, moi je veux ça, team, moi je veux ça. Et des fois, ça peut. On prend une solution qui ne convient pas à la RH, ou il y a d'autres sur des déploiements de 2 ans, où là, un développement interne qui va commencer par tout le reste de l'entreprise et laisser la RH à la fin. Et au final, ça ne va pas être selon les besoins d'Awahom, mais ce qu'ils recherchent vraiment réellement. Donc, merci à Amine pour le rappel. C'est ça. Ce qu'ils doivent normalement, ils ne doivent pas être en conflit, au contraire, ils doivent travailler en collaboration parce que l'un maîtrise la partie métier et l'autre maîtrise la partie technique. Donc, il peut être 100 consultants internes pour la partie technique. Parce qu'en fait, l'outil, en vrai, c'est le RH qui va l'utiliser. Donc, le IT doit être au service du RH et non pas l'inverse. Et ça nous mène du coup aux objectifs. Donc, dès le départ, l'erreur qui va l'une des erreurs et du coup pourquoi ces projets échouent, c'est qu'on ne fixe pas d'objectif clair. Généralement, il dit dans un rush. Donc, ce qui m'a l'entreprise était petite, on bat d'un coup et ça va être j'arrive plus à gérer comme les demandes à les employés, la paye, les évaluations, les demandes de congés, les demandes administratives. Donc, il est débordé
Et ça va être pression de j'ai besoin de quelque chose maintenant. On va chercher un outil, on va prendre ce qui va être le mieux, ce qu'on pense sur le départ pour eux, mais on n'a pas fixé d'objectif. Qu'est-ce que je cherche à arranger en prenant un SIRH ou là, en prenant un ERP ou là, en prenant une solution en général? C'est quoi être les objectifs? Comment je vais les atteindre? C'est quoi mes principales problématiques que j'avais au départ et c'est quoi les résultats que j'attends de la mise en place d'une solution? Et ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui et ça crée aussi encore des erreurs entre expectation vs reality. Les mimes, les je vois un peu les réseaux sociaux, c'est expectation vs reality. On va s'imaginer qu'on va résoudre un problème énorme, enfin des problèmes, mais on n'a pas quantifié c'est quoi les problèmes, on n'a pas quantifié les résultats qu'il faut. Donc, très important l'aspect. Ouais. Et j'ajouterais une couche, c'est que non seulement ils n'identifient pas les problématiques ni où ils veulent aller, mais même quand c'est fait, c'est pas priorisé. Donc ils veulent tout régler à la fois, alors que non, il faut régler par scope. Et c'est un exemple que je donne souvent, les gens veulent partir de la Maruti à la Ferrari. Et ça ne se passe pas comme ça. On monte doucement. Donc on règle un problème, on passe à un autre problème et on avance. Donc on ne peut pas tout régler à la fois parce que ça ne fait que traîner le projet. Et au final, même ce qu'on avait déployé au début, on risque de tomber dans des oublis ou les données deviennent obsolètes parce qu'on ne commence pas à utiliser, parce qu'on a fini un scope. Ça y est, mais on ne lance pas, on ne fait pas de go live. On se dit non, on finit d'abord le tout. Et le temps de finir le reste, on se retrouve à remettre à jour la base de données, etc., parce qu'elle n'a pas été lancée en utilisation en prod. Donc voilà, je suis en train de lire le commentaire de Amin Behloul cette fois-ci. Un bureau d'études spécialisées est hautement recommandé afin de garantir l'accompagnement technique et contractuel. Oui, je suis d'accord dans le sens où c'est une grosse entreprise, mais c'est un gros projet. Parce qu'en fait, il y a deux types de solutions qu'on peut prendre. On peut prendre des entreprises en investissement, donc licence, contrat de maintenance, pour projet ERP, etc. Ou on peut, là, généralement, c'est des outils horizontaux, donc qui touchent tous les départements, mais qui prennent beaucoup de temps, mais qui sont généralistes. Donc, ils ont un département où ils sont plus spécialisés. Ensuite, on a des solutions verticales. Donc là, c'est des solutions métiers spécialisées, comme par exemple les SIRH, comme les CRM, comme les outils marketing, je ne sais pas comment on appelle ça techniquement. Donc, on peut prendre des outils spécialisés métiers. Et à partir de là, on n'a pas vraiment besoin d'un bureau d'études spécialisé pour accompagner ce type de mise en place. Pourquoi? Parce que généralement, c'est du SaaS. Ce type de solutions font des offres SaaS, donc c'est des abonnements mensuels ou annuels. Donc, il n'y a pas vraiment d'engagement, il n'y a pas vraiment de grands enjeux parce qu'il peut déployer, démarrer avec quelque chose, même si ça ne lui convient pas, il peut rapidement pivoter et changer vers une autre solution. Donc, ce n'est pas un engagement comme sur un ERP, on met 3 ans pour le mettre en place, on dépense des millions de dinars et au final, on se retrouve à pousser avec, même s'il ne nous convient pas. Donc, ce n'est pas la même approche. En effet, c'est très pertinent ce que tu viens de dire, Amine. Après, ça dépend du projet. Ça dépend du Et ça dépend encore une fois de la taille de l'entreprise. Donc après, si on est sur des employés, sur un groupe d'entreprises qui cumule plus de 10 000 employés sur différentes régions où c'est un énorme projet, à ce moment-là, oui, il va falloir peut-être penser à avoir un bureau qui va être spécialisé dans ça pour accompagner les RH ou là, le IT de l'entreprise en lui-même. Et ça va varier. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On peut ne pas passer directement de la Maruti à la Ferrari. C'est vrai, si j'ai une Maruti, je veux acheter une Ferrari, je vais faire appel à des consultants pour me chauffer, c'est quoi la meilleure, je peux la valeur etc. Donc, pour faire un investissement. Mais si je veux acheter de la Maruti, je veux passer à une Polo, à une Golf, je n'aurai pas vraiment besoin de faire appel à des consultants.
On avance aussi sur le prochain point qui est la gestion du changement. Et là, on parle de, comme maintenant, on a parlé de avant, pendant et après. La gestion du changement, là, on parle de commencer à communiquer. Si on a choisi une solution, on commence à communiquer sur la mise en place de cette solution et ce qu'elle va apporter pour l'entreprise dès le début et bien avant la mise en place. Parce que si on finit de mettre en place notre solution, les RH comme ils sont contents, خلاص حنسهل حياتي et غدوه نجي نقول لهم ابو finalement اليوم حتولي دير هكذا وحدير هكذا ولازم تبعث لي في هذا لابورطور وما تزيدش تهضر معايا. Et ça va impacter à ce moment-là, on va être sur une problématique bien plus grande qui est l'expérience collaborateur et la rétention des talents en bas de l'entreprise qui vont in fine impacter le business et ce n'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Et au final, le DG, il va venir, il va dire Anna, de cas, les employés ont ou c'était votre projet, vous ne l'avez pas réussi. Et on se retrouve à devoir gérer au final d'autres choses. Donc la communication va être très importante pour la mise en place d'un outil. Et, et ça va nous faire passer du coup, faire de la partie communication, la sous-estimation. Donc tout est lié en fait. Et justement, les RH ils vont se dire non, mais en fait, c'est un projet qu'on va faire rapidement. On va juste importer nos données, on va simplifier la vie, on va simplifier la vie des employés, même les employés, mais ils vont sous-estimer le projet. Ils vont se dire non, c'est rapide, pas besoin d'impliquer Kamel Raché. On n'a pas un planning qui est forcément fixe. Et au final, on est face à des surprises pendant le déploiement qu'on a pu voir ces dernières années. Et c'est pas très sympa pour tout le monde. Donc, ne pas sous-estimer les projets Hado. Non, c'est que c'est très important. En fait, pourquoi la communication? Parce qu'en fait, il faut le dire, un système d'information, quel que soit le département, s'il est mal communiqué, il sera mal perçu. Donc, il sera perçu comme un outil de contrôle. Même le CRM, un CRM pour les il est mal perçu. Il se dit, ouais, c'est un outil pour me traquer, est-ce que je travaille pas? Alors que non, c'est un outil pour lui, pour être plus performant. Donc, les RH, c'est la même chose. Donc, si on communique moins avec les collaborateurs, ou pas du tout, des fois, dans la plupart du temps, c'est pas du tout, c'est pas moi. Et dès qu'on lance le projet, on leur dit, voilà, maintenant, dorénavant, il faut faire vos demandes sur le téléphone, les pointages, ils sont déjà aussi sur votre application, vos bulletins de paye, vous le recevez directement. On se dit, ouais, donc là, c'est un outil de tracking, je ne peux plus bouger, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien communiquer sur l'objectif de la mise en place de cette solution bien avant et donc les embarquer dans ce projet. Parce que s'il n'est pas porté surtout par les managers, surtout, généralement, il y aura un désintéressement lors du lancement et du coup, c'est un projet, on ne va pas dire qu'il est raté dans ce cas, mais il est majoritairement raté. Parce qu'en fait, si on n'a pas l'implication des managers dans un système d'information collaboratif, bien sûr, pratiquement on n'a rien fait. C'est comme si on avait pris un produit, on lui avait enlevé son âme. L'âme d'un système d'information, c'est qu'il soit collaboratif et participatif par l'ensemble des parties prenantes de ce type de solution. C'est ça. Et les quatre points, ils nous mènent aux erreurs qu'on a le plus répertoriées ces dernières années. On a essayé de vous en mettre 3 qui vont être les plus importantes. Sous-estimé, non? Pardon? Ouais. Je fais le dernier point. Si, j'en ai parlé entre la communication et la sous-estimation, justement. Quand on communique mal, justement parce qu'on sous-estime parfois l'impact du projet, on se dit non, c'est rapide, c'est pas quelque chose de fou. Et du coup, on va se dire non, j'ai un planning rapide, je vais déployer, là, je vais l'annoncer à mes équipes. Et on a eu d'autres surprises. Donc, les 3 grosses erreurs, on va dire, avant le choix d'une solution, parce que j'insiste encore une fois, les erreurs camel, elles impactent le choix avant la solution, pendant et après le déploiement. Donc, c'est des qaidat à garder tout au long de votre process. Le premier, ça va être de ne pas définir d'équipe projet. Donc, des fois, c'est le DRH qui dit, moi, j'ai besoin d'une solution, je faut qu'il fasse dérouler.
Et ça va être le DRH qui va chercher, ou là, il va donner la mission à un membre de l'équipe, ou là, on va lui dire, OK, c'est l'équipe IT qui le fait. Ou il va être impliqué dans le projet. Un coup, ça va être le IT, un coup, ça va être le DSI, un coup, ça va être le gestionnaire RH, un coup, ça va être le chargé de paye, un coup, ça va être le DRH, un coup, c'est la DFC, parce que non, les budgets, finances, les DFC, ou à chercher qui c'est qui va être réellement impliqué, et on ne fixe pas va être réellement impliqué dans ce projet du début à la fin, encore une fois. Donc, Ouais. avant le choix jusqu'au déploiement. Et Ouais. on a 3 principales personnes à déterminer. Ça va être le chef de projet. Il va être en charge du projet, que ce soit pendant le déploiement TRO, après le déploiement TRO et tout ce qui va être cahier des charges, si on a un cahier des charges à mettre en place ou pas. Un sponsor, donc qui c'est qui va être là pour diriger, voilà, Melfort. Donc, s'il y a des points bloquants, c'est lui qui va être la personne qui va trancher sur certains points. Et j'ai perdu le troisième point. Du coup, on avait dit le chef de projet, le sponsor, et au final, tout ça va impliquer. Et l'équipe projet en général, ils vont L'équipe projet, participer. exactement. Donc, si on doit impliquer, par exemple, le chargé de paye, parce que c'est lui qui a les feedbacks à la paye, si on doit impliquer le responsable de développement RH, si on est sur tout ce qui est évaluation, formation, etc., pour tout ce qui est métier et ce qui est réellement recherché. Ouais. On va avoir en bas. Pardon. J'aimerais revenir sur ce point-là parce qu'on a vu, moi personnellement, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises où la direction, elle prend conscience de digitaliser ou surtout de centraliser la partie RH. Et donc, ils vont vers la direction SI ou RH, ça dépend des cas. Ils vont dire, voilà, il faut qu'on mette en place un système d'information RH. Et là, ils ont désigné une personne, mais pas une équipe. Et là, cette personne-là, elle va vers le RH, si c'est le SI, elle dit voilà, il faut que je lance un SIRH, est-ce que tu peux me faire un cahier des charges? Le gars, il n'était pas impliqué au début. Donc, du coup, il ne va rien faire. Et là, ça va prendre pour faire un cahier des charges, pour aller voir un cahier des charges. Et là, il va se retrouver à lui dire oui, ramène-moi des prestataires et je vais voir. Je vais voir sur place ce qui m'intéresse le plus. Genre, c'est à la carte. Alors que non, ça se passe à l'inverse. Il faut savoir ce qu'on veut, ensuite chercher, bien sûr s'inspirer pour pouvoir améliorer l'étendue, le besoin qu'on a, mais il faut, dès le départ, l'équipe projet soit appliquée sur toutes les parties techniques, financières et métiers. Donc, les 3 parties doivent être engagées dès le début. Voilà, c'est Amin, c'est installer un comité de pilotage de projet. C'est exactement ça. Et Hadi, ça revient pareil, donc les objectifs qui ne sont pas fixés. Aujourd'hui, qu'est-ce que je cherche à améliorer? C'est quoi mes problématiques aujourd'hui, sans outils? Et qu'est-ce que je veux améliorer? Je veux calculer la paye TRI, je ne veux pas passer 10 jours à faire la collecte les données TRI de paye, je veux le faire en 2 jours au lieu de la faire en 10 jours. Je veux gérer mes employés au même endroit, je veux centraliser mes données. Comment je peux le faire? Est-ce que j'ai des erreurs que je dois réduire? À combien de pourcents je dois les réduire? J'ai un taux de turnover, par exemple, que je n'arrive pas à mesurer. Je dois pouvoir le résoudre, le calculer aujourd'hui à travers un outil. Donc, c'est quand même les objectifs métiers que seul le RH peut fixer, parce que le reste de l'entreprise n'est pas au courant, et qu'elle doit communiquer avec ses pairs, donc, qui vont être le comité de pilotage. Donc, si c'est l'IT, elle va lui dire voilà, une solution qui va me permettre de faire ça, 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 ça et ça. Si c'est la DFC, elle va dire à la DFC moi, je pourrais te donner des journaux de paye qui vont être plus corrects et que je pourrais faire plus rapidement. Exactement, et que je pourrais te transmettre après la période de paye en un clic, Blamanaria. Donc, c'est impliquer Kamel had les personnes, faire les objectifs précis qu'on veut atteindre. Et généralement, ça implique, encore une fois, donc tout est lié aux critères de choix de la solution. On va se dire, ouais, moi je cherche la Ferrari, là, ouais, je n'ai rien, je suis sur Excel, je suis sur des outils qui vont être assez anciens, comme PCPay, ou là, qui vont manquer de digitalisation ou d'automatisation. Et je vais dire, aujourd'hui, je veux une Rolls-Royce ou là, je veux une Ferrari qui va tout faire. Et je vais partir sur le prix, le design
Et on va oublier un point qui va être hyper important dans tout ce projet, et ça va être l'accompagnement pendant le déploiement et après le déploiement de la solution. Et nous, on appelle ça le Customer Success. Et si on arrive à trouver des fois un outil qui peut être adapté, donc tout est bien, le prix il est bien, le design de la solution réelle, je trouve ma couverture fonctionnelle, mais le CS il est pas là. Et c'est beaucoup d'erreurs qui vont être commises par la suite parce qu'on est seul, on n'est pas guidé. C'est beaucoup de problématiques liées au Membrane. C'est ça. En fait, je rejoins comme de Karim, c'est que c'est très très rare. Je vois chez un client un tableau comparatif des offres, la partie CS, tout simplement. Et même si elle est là, elle n'a pas une pondération élevée. Donc, c'est un petit critère. Exactement. Mais tu ne fonctionnes pas, alors que c'est un point très, très, très important pour la réussite d'un projet ou pour le choix d'un système d'information quelconque. Parce que là, ce n'est pas uniquement pour la partie SIRH. Oui. J'aimerais revenir sur un point, il n'y a pas le thème là, sur la partie nous, les Ferrari. En fait, des fois, il y a une idée reçue, c'est que quand je prends une solution, elle va me régler un problème dont je n'ai pas de maîtrise. Exemple, le développement RH. Il y a des entreprises, ils n'ont jamais effectué d'évaluation. Jamais. Et là, la direction a dit, voilà, il faut mettre en place un système d'évaluation. Je crois que je suis partie. C'est moi qui suis partie ou c'est toi, Habib? Ah, il a dû avoir un souci de connexion. Habib? Je pense que ce que Habib était en train de vous dire, c'est qu'ils ne vont pas aller au bout de Hadik la solution. Donc, ils vont prendre la Ferrari et ils vont régler un problème et ils ne vont pas utiliser tout ce qui peut être supplémentaire et qui va améliorer le quotidien par un RH, la plateforme Hadik qu'il a pris. Donc, malheureusement, très important. Habib n'est pas de retour. On va avancer sans Habib, il nous rejoindra peut-être. Donc, pardon, j'avais une mauvaise connexion. Juste pour terminer le point avec, c'est qu'en fait, ils veulent mettre, par exemple, des systèmes d'évaluation, développement RH, etc. Et là, ils veulent partir sur un délire. Euh, Référentiel de compétences, peser des postes, grille des salaires, tout à la fois. Alors qu'ils n'ont jamais fait ça. Et là, ils vont chercher une solution qui va faire ça. Alors qu'ils n'ont pas de maîtrise en interne. c'est ça. Très important d'analyser les compétences et la maîtrise dans notre équipe RH. Et c'est à partir de là qu'on peut trouver les outils pour aider ces personnes-là à atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas des outils qui ont des compétences à la place des personnes. On ne remplacera jamais les personnes sur cette. Ouais. Et ce cas de figure, on le retrouve pratiquement tout le temps sur deux aspects, sur la partie développement RH et sur la partie paye. Généralement, où ils veulent internaliser, où ils ont déjà un système de paye, mais la personne, elle a juste l'habitude de refaire la paye sans bien comprendre en réalité le fond du calcul de la paye, etc. Donc, l'expertise vraiment de la paye. Parce qu'en fait, c'est 99% des entreprises ne demandent pas ce type d'expertise pour la paye. Donc, ils ont déjà un système de paye, ils refont la même chose chaque mois et ça rentre dans la boîte. Donc, ça convient à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je reviens toujours sur la compétence. Elle doit être chez les RH pour développer une partie. Ou se donner un objectif à la personne, elle va prendre ce projet-là, mais elle ne va pas tout faire à la fois. Je reprends un scope, je vais faire une évaluation annuelle sur une partie référentielle de compétences. Donc, je mets en place un référentiel de compétences et je lance une évaluation annuelle sur les compétences. Et à partir de là, je peux ressortir un système de formation, un planning de formation, pardon. Donc là, l'idée, c'est vraiment
de partir vraiment par scope et non pas sauter le pas de 0 à 10 directement, de rien à tout. Donc, c'est ça la plus grosse erreur que j'ai remarquée chez certaines entreprises. On va essayer de parler moins, parce qu'on a Habib Nahadro Bzaf, on s'oublie souvent, il est déjà midi Ah moins quart, ouais, de ne pas trop vous retenir. moi, non, de la saga, on est sur 3 épisodes. Je te jure, là, faut pas, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat si on parle beaucoup avec Habib, Ouais, sans, voilà. N'hésitez sans pas à gêne. nous arrêter. Donc, on va parler aussi d'aucun des 3 erreurs à éviter après le choix d'une solution. On ne va pas fixer un planning de déploiement. Donc, nous lié ou la sous-estimation, tu as le projet et on se disant, ouais, non, on est 20 employés, on est 30 employés, on est 100 employés, c'est pas fou. Et on ne fixe pas les milestones avec les deadlines en rapport avec les scopes qui sont Habib par Doka. L'idée, c'est d'avoir un planning clair. Telle partie fonctionnelle doit être déployée entre telle et telle période avec ses objectifs à la fin à X jours ou bien dans X jours ou là pour un événement précis, etc. On ne doit pas sous-estimer le projet pendant le déploiement parce qu'on est tombé souvent sur des cas où l'équipe va venir, va fixer un planning de déploiement et vous dire voilà, ramener les étapes de déploiement comme voilà les présences, les réunions qu'on doit fixer. Et on va tomber sur des cas où on va te dire ah oui, non, mais ما نقدرش اليوم, تقدر reporter les semaines الجاية, est-ce que نقدر نديروها dans 2 semaines, et le projet se décale à chaque fois. Et le désengagement va finir par être plus récurrent. On ne va pas avoir de priorisation parce qu'on va, en fait, à la base, c'était censé être le déploiement, la réunion, l'admin. Finalement, là, donc, on a les évaluations, l'évaluation, donc, on n'a aucune priorisation parce que, ça revient encore au nouvelle, on n'a pas fixé de planning clair, on ne s'est pas entendu sur un planning fixe. Les parties prenantes, elles y sont. Et enfin, on va avoir du coup la partie must-have en oubliant le nice-to-have. C'est qu'on se dit, on est en train de se dire, ouais, j'avais rien, aujourd'hui j'ai tout. Il va avoir le tout, mais après, il va rester toujours sur quelques fonctionnalités. D'accord? Oui, ça, ce qui peut améliorer de plus son département RH aujourd'hui. Je ne sais pas quel exemple on peut prendre. Habib, tu peux en avoir, je Et, pense. et en fait, généralement, sur cette partie-là, euh, les RH, enfin le département RH, une fois qu'ils règlent le plus gros problème, euh, ils s'arrêtent là. C'est pas qu'ils s'arrêtent, genre ils abandonnent, mais c'est là où ils commencent à traîner le pied. Au début, ils sont très engagés, ils mettent en place rapidement, etc. Par exemple, sur la partie centralisation des données, sur la partie gestion des Ok. congés, sur la gestion des présences. Donc, sur ça, parce que c'est stratégique, c'est important, ils doivent avoir la donnée au temps T et au jour J. Donc, ils s'y mettent vraiment. Mais pour le reste, par exemple, la partie communication en interne, la partie self-service, des fois, ils tapent pour la mettre en place. La partie self-service, en fait, il y a 2 cas. En fait, ils tapent parce que c'est un nice to have pour eux, pas pour l'entreprise, parce que pour le collaborateur, ça va améliorer beaucoup l'expérience collaborateur. Mais il y a aussi une crainte. Et là, c'est la crainte quand il y a eu une mauvaise communication. Donc, c'est là où ils se disent, non, attends, c'est pas cette semaine, la semaine prochaine, pas ce mois, le mois prochain. Et là, ils se retrouvent à gérer avec un outil très pertinent pour eux, mais pas pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, et on a d'autres qui ont cette crainte, mais qui adoptent une autre stratégie. En fait, ils le font par étapes aussi. Ils donnent pour les premiers managers, ensuite en cascade, et jusqu'à ce qu'ils arrivent au dernier employé. Des fois, ça fonctionne mieux. Dans le sens où j'ai eu une expérience dans une entreprise dans l'industrie, ils avaient passé une année à, à utiliser uniquement avec les managers. Donc, ils n'avaient pas donné accès aux employés. Et là, j'étais avec le DH, je lui dis, pourquoi tu ne donnes pas aux employés? Il a dit, oui, tu sais, l'industrie, ils n'utilisent pas, ils sont pas. Moi, la question que je pose souvent, est-ce qu'ils ont Facebook? Parce que s'ils utilisent Facebook, ils peuvent utiliser une solution intuitive. Donc, c'est pas problématique. Il dit non, c'est pas le moment, laisse les managers gérer, etc. Eh bien, 4 ou 5 mois après le déploiement, les employés commençaient à réclamer. Pourquoi les managers ont un outil? Pourquoi pas Et nous, nous? On aimerait avoir la même chose. Donc, ils se sont sentis un petit peu lésés et du coup, ça a suscité un intérêt. Donc, avant même de lancer. Donc, ils n'ont même pas besoin de communiquer là-dessus parce qu'ils avaient vu qu'il y avait une utilité pour le manager. Donc, il s'est dit,
Ouais, donc il y a quelque chose derrière, je dois aussi l'avoir. Et donc voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de ne pas laisser à côté les fonctionnalités qu'on juge pas pertinentes, mais dans le sens où ça ne règle pas de gros problèmes, ça règle des C'est problèmes, ça. mais c'est mineur pour les RH, donc c'est pas très très important. Il y a Et justement en fait, ça. ouais, Le but, vas-y. c'est de commencer par on règle le plus gros. Une fois qu'on a réglé le plus gros, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Parce qu'on ne fait pas tout C'est ça. de bien pour la mise en place de chaque outil. C'est ce qu'on a fait même Hna, quand on a changé de CRM. On était sur un CRM, on est passé sur un nouveau CRM. On a commencé module par module, équipe par C'est équipe. ça. Une fois que tout a été clair pour tout le monde, on se dit qu'est-ce que je peux faire de plus avec cet outil que j'ai pris aujourd'hui? Et on va se fixer encore de nouveaux objectifs qu'on va essayer de suivre et qu'on suit aujourd'hui, normalement, j'espère. C'est ça, Le exactement. Et je dernier reviens point, aussi sur le premier, pardon, je reviens pas que sur le premier point. Pour moi, je juge très, très important, c'est le planning et la date de lancement. Il faut fixer une date. Parce qu'il y en a beaucoup qui lancent un projet, ils se disent, ouais, on veut cette année. Cette année, c'est pas une date. Donc, il faut fixer vraiment une date. Après, on saura si on est en retard ou en avance. Mais si on ne met pas de date, on se dit, ouais, c'est dans les premiers semestres. C'est pas une date, c'est pas un objectif, c'est pas clair. Donc, il faut se donner un objectif clair et avec un planning pour pouvoir le respecter. Et même si on est en retard, on va essayer de rattraper le retard. On va pas se dire, ouais, on a raté la réunion de la semaine passée, on va la faire la semaine prochaine. Donc là, on va essayer de vraiment rattraper le retard. et même ici, faire le planning, faut le communiquer à l'ensemble de l'entreprise. Donc, la partie communication, tu as le projet, tu as on a, que ce soit avec la direction ou là avec les managers ou là avec les employés, on a prévu de mettre en place un SIRH. On prévoit de le déployer, je dis n'importe quoi, en une semaine ou là en 10 jours. Les étapes on prépare les managers à ce qu'ils vont devoir faire, le RH à ce qu'il va devoir faire, et même le DG, s'il a un regard dessus, il doit savoir lire les étapes qu'on a. Là, des fois, on est tombé dans des cas où le DG ne sait même pas où on a. Il sait qu'il y a un Ouais, SIRH qui est en train d'être déployé. Quand les équipes le ouais, contactent, ah bon, je ne savais pas, pour moi, c'était réglé. Donc, ouais. la communication RAD est importante, encore une fois, du point A au point B. Et le dernier point, les Mahderna Chalem, on est tombé aussi sur des cas où les RH vont malheureusement penser qu'un SIRH va les remplacer. Et ce n'est pas le cas. Donc, ils ont tendance à vouloir garder le projet عندهم, à le gérer. Ils ont la Ferrari, mais يخبيوها يخافوا يدمروا. Donc, Ouais, laissez-moi la faire pour la conduire, il faut être un pilote pour conduire une Ferrari. Donc, il y a pas de mal. Une Ferrari sans pilote, elle vaut rien. C'est comme exactement. un pinceau sans Picasso, ça vaut rien. C'est un outil. Il faut quelqu'un derrière pour l'utiliser. Et je reviens aussi sur la même phrase, mais sur un autre angle de vue, c'est qu'il se dit, comme rebelle sur la partie compétences. Donc, je vais mettre un système d'information, il va tout me faire. Il va me faire les évaluations, il va me faire le développement, mais il faut que tu aies la maîtrise derrière. Donc, il faut former vos équipes sur cette partie-là. Formez vos équipes sur la rémunération si vous voulez faire un plan de rémunération. Formez vos équipes sur le développement RH si vous voulez qu'ils se lancent sur un développement RH. Là, on met en place des outils pour nous aider à avancer rapidement. Par exemple, un référentiel de compétences. Nous, par exemple, sur Talenteo, on a intégré l'IA pour mettre un référentiel de compétences en un temps record. On a eu une expérience avec une entreprise, une grosse entreprise avec 500 employés. C'était un projet de 9 mois. Ils l'ont mis en un mois. Donc là, mais c'était un outil parce que la personne derrière qui allait faire ça, elle était déjà préparée, elle savait ce qu'elle allait faire. C'est juste que ça l'a aidé à avancer plus rapidement. C'est pas que je prends une personne, je lui dis, tiens, maintenant, toi, tu gères le développement RH et je lui donne un outil, je lui dis, ah non, il faut le piloter, c'est à toi de le faire. Non, il faut avoir la compétence derrière, le savoir-faire pour pouvoir avancer plus rapidement avec un outil. Exactement. Euh, on passe aux clés donc, d'un déploiement réussi. Il y a un commentaire de Amin Behloul. Un flash report sera communiqué à l'ensemble des parties prenantes qui illustre l'avancement du projet. Les gars, exactement, c'est Bien sûr, ça exactement rentre dans ça. la communication. C'est ce qu'on fait, même nous, on va présenter par la suite sur la partie déploiement, comment on fait. Le sponsor, il est toujours là, on lui fait des rapports chaque semaine.
ou bimensuel. Ça dépend de l'ampleur du projet et de la disponibilité du sponsor. Et le sponsor, généralement, c'est ou le DG ou le DRH. C'est celui qui n'intervient pas dans le déploiement. Il le sponsorise, il le chapeaute. Donc, il n'est pas sur l'opération. Alors là, on est parti sur la méthode Talentéo. On l'a appelé comme ça, mais bon, je pense que c'est un peu ce qu'on fait, tous. Et c'est ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, depuis bientôt 4 ans avec nos clients. Je pense qu'on a accompagné un peu plus de 200 entreprises dans le déploiement de Talentéo. Donc, Kamel had les erreurs, les shfnahom, c'est du vécu et du vécu on a essayé de trouver des réponses à des problématiques qui n'étaient pas les nôtres. On a essayé d'arranger les process pour tout le monde. Et on a réussi à garder vraiment 6 étapes très importantes pour réussir un déploiement. Et là, donc c'est du cadrage à l'adoption parce que c'est avant le déploiement, pendant et après le collage de la solution. Ouais. Donc, la première, ça va être tout ce qui est cadrement et alignement. On va avoir 3 points principaux. Donc, donc définir l'équipe projet, le sponsor, le chef de projet et les parties prenantes qui vont être impliquées dans la mise en place, avec des objectifs qui vont être clairs et les priorités à suivre. Donc, IDA, on sait qu'on a pris un outil, par exemple, qui les fait le développement RH vers l'évaluation, et on l'a acheté maintenant. Alors, on va se dire, bon, on va essayer de mettre 10 jours pour tout ce qui est importation de données, tout ce qui est data, cleaning, etc., vérifier. Et il faut que je prépare comment à mettre en place la partie évaluation terrain. Et c'est bien sûr une entente entre les équipes concernées, donc le client, et nous-mêmes quand on est sur la partie mise en place. C'est ça. Ensuite, on a la partie choisir intelligemment, donc la solution adaptée au secteur et à la taille. En fait, là c'est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'identification des besoins, des problématiques et de où on veut aller. Par exemple, moi, si je veux, et c'est ce que je veux faire. Donc, pourquoi? C'est ça, c'est le gros pourquoi. Pourquoi je vais mettre en place cette solution? Par exemple, moi, si je veux transporter 8 personnes, je vais pas acheter une cabriolet. Donc, c'est ça l'idée. Donc, choisir vraiment, détecter vraiment et identifier les besoins intérieurs, les problématiques là où je veux aller. Et là, choisir l'outil qui pourra me faire arriver à ce point-là. Donc, partir d'un point A à un point B. Donc, et là, on revient aussi la prise en compte de l'accompagnement du service client. En fait, c'est dans tous les cas, mais principalement pour les entreprises qui n'ont pas de DSI ou de structure IT en interne qui pourra les accompagner. Donc, ils n'ont pas vraiment d'idées sur ce type de projet. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas d'idée là-dessus, comment mener le projet, comment déployer, c'est quoi les étapes, etc. Et donc là, c'est du travail en plus. Alors que si on choisit le bon partenaire qui a déjà une bonne stratégie, une bonne méthodologie déjà testée, approuvée, donc autant avancer avec des entreprises qui ont cette structure-là, donc Customer Success. On est sur la partie après communication et comment embarquer les équipes. Donc, on commence à parler de la solution, de l'outil que vous avez pris avant le déploiement TAHA, que ce soit avec les managers, que ce soit avec l'ensemble de l'équipe, ou bien même en parler avec tous les collaborateurs qu'on est en train de mener, parce que ça reste un gros projet. Et on le sait aujourd'hui, les collaborateurs ont toujours tendance à voir les RH comme le méchant de l'histoire qui veut juste venir est-ce que pointer, est-ce que me pointer, est-ce que est-ce que me le méchant policier qui vient les traquer. Et au contraire, si on arrive à communiquer avant, on vous apporte un outil pour vous aider, vous aussi, votre expérience au sein de telle entreprise et comment ça va se passer. Donc, vraiment pour un peu fluidifier Koulish. Et pour l'anecdote, on a une entreprise qui était aussi dans les industries, c'est notre client.
Et ils ont fait une énorme campagne de communication quant à la mise en place Talenteo. Vraiment, c'est l'exemple qu'on peut donner et redonner à chaque fois. Ils ont fait des impressions d'affiches collées partout dans l'entreprise, mise en place de Talenteo. Maintenant, vos bulletins de paye, c'est sur Talenteo. Ils ont même mis, ils sont partis loin, pour ceux qui n'ont pas, par exemple, de téléphone ou là, qui n'ont pas d'outils adaptés, ils ont mis des petites stations avec un ordinateur où il peut télécharger son attestation de travail, l'imprimer, il déhello work directement. Et ils ont fait ça des mois avant le go live. Enfin, bon, des mois, j'exagère, mais un mois à peu près avant le go live, avant les formations des équipes. Donc, une fois qu'on avait fait la formation des équipes, les entreprises, les collaborateurs étaient déjà au courant de la mise en place de la solution. Et je pense que ça a été l'un des déploiements pour une grosse entreprise, parce que ça reste une grosse entreprise de l'industrie, qui a été fait très rapidement et qui était surtout smooth, comme on dit. Donc, on n'avait pas eu de pépin avec eux parce que tout le monde a été informé, que ce soit l'équipe projet. Donc, ils avaient leur équipe projet, ils ont défini leurs objectifs, quel scope respecter et quel objectif atteindre. Ils ont choisi leur solution, leur secteur et leur taille. Ils ont pris en compte justement le Customer Success. Et pourtant, ils avaient une DSI. Mais l'accompagnement vers le Customer Success, c'était un point important aussi pour eux. Voilà. Exactement. Je rebondis surtout sur ce client en particulier. En fait, ils avaient vraiment insisté sur ça, mais aussi, nous, on a beaucoup appris de leur stratégie, parce que c'était les débuts Terana, il faut le préciser. On avait beaucoup appris de leur approche. Méthodologie, On avait marqué sur cette communication, je vais revenir sur la communication. En fait, ils ont communiqué sur le pourquoi et non pas sur le comment, avant même la formation. Donc, tout le monde était engagé donc, à porter le projet parce qu'il savait pourquoi on allait lui donner cette solution, pourquoi il avait accès à cette plateforme. Donc, il a très vite perçu la valeur et l'avantage d'avoir une solution pareille. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec deux types d'entreprises au final qui déploient ce type de solution, que ce soit Talenteo ou autre, hein, parce que des fois, on côtoie beaucoup d'entreprises qui ont déjà des solutions RH, des systèmes d'information RH, et c'est pratiquement les mêmes problématiques. On a deux types d'employés, hein, pas les managers et pas les même managers quelque part. On a ceux qui ne pourront jamais travailler dans une entreprise qui n'est pas digitalisée. D'ailleurs, ils demandent ça même à l'entretien. On met toujours sur le papier demande de congé. Donc, non, non, c'est pas pour moi. Et on a d'autres qui cherchent à fuir des entreprises qui ont un système d'information parce ils ont été perçus comme des solutions de tracking, de flicage, etc., pointage et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà pourquoi la communication, pour moi, c'est vraiment, si je dois donner un poids à un des critères, je mettrais bien un coefficient sur la partie communication parce qu'elle est très, très importante. Très importante, ouais. Et on l'a vu, hein, on l'a vu aussi sur d'autres entreprises qui ont, à l'inverse, moins communiqué sur la mise en place d'un SIRH. Et on tombe après sur d'autres problématiques qui va être la résistance au changement, l'adoption du projet qui ne va pas être forte. Donc, Thomas, vous avez mis en place des fonctionnalités qui sont censées vous aider, mais le fait que les équipes résistent, donc vous n'allez pas avoir la donnée dont vous avez besoin. Donc, on va tomber sur d'autres problématiques et on va c'est déployer plus d'efforts pour essayer de faire adopter l'outil avec beaucoup de redondance, ou là, des fois, c'est carrément le motard qui bah, si vous ne faites pas ça sur Talenteo, vous allez vous retrouver à ne pas faire ci, à ne pas faire ça, je ne prendrai pas en charge. Et ça, on reste au final encore dans le conflit entre les RH et les collaborateurs, alors qu'au final, surtout une solution en self-service est vraiment là pour détendre tout le monde et apporter du plus à tout le monde, que ce soit manager, employé ou la DRH. Enfin, Amine a fait un commentaire, il a dit que la moyenne d'âge joue un rôle important concernant la résistance au changement. Je suis entièrement d'accord sur la résistance, mais pas dans le blocage d'un projet. Parce que eux-mêmes pourraient porter le projet et, et s'ils ils comprennent le pourquoi. Parce qu'en fait, si on parle de moyenne d'âge de 60 ans et plus, oui, je suis d'accord. Mais si on parle de moyenne d'âge 40, 50 ans, ils sont tout aussi digitalisés que les plus jeunes. Et au contraire, peut-être qu'eux ont plus conscience de l'impact de cette digitalisation que les plus jeunes. Mais bien sûr, la moyenne d'âge peut jouer un rôle quand c'est vraiment
des âges super avancés. Parce que là, ils n'ont pas l'aspect utilisation, etc. Et même là, on a vu des entreprises qui n'avaient pas donné d'accès au début et par la suite, ils avaient donné des accès à ce type de collaborateurs, donc des personnes à un âge avancé. Ils ont tout le temps un proche qui est digitalisé, qui est moins jeune, qui sait utiliser, donc il pourra renseigner, enfin se connecter via ses identifiants et lui permettre de suivre, avoir ses bulletins de paye, faire ses demandes de congé, demandes d'absence, etc. Donc ça lui permet même, au lieu d'aller le dire à son manager ou à son RH, etc., il peut le demander à ses proches de lui faire directement la demande. Donc, donc voilà, c'est pour revenir sur ton commentaire qui est très pertinent. Dans la même thématique, on a pas un problème d'âge, mais d'éducation, où parfois on a affaire à de la main-d'œuvre, on peut avoir affaire à des agents d'entretien. Parfois, c'est des personnes qui ne savent pas forcément lire, surtout quand on est dans le secteur des industries, où c'est vraiment à grande échelle. Et ben, même Hado, je me rappelle quand on avait fait la formation au sein de cette entreprise-là, et ben, كانوا يديروا لنا يقولوا لنا non, non, وراولي وانا وريت لوليدي ولا هو يدير. Et c'est des personnes qui sont âgées et qui ne sont pas éduquées. Donc, quand le why du Papa Al Habib est bien expliqué, parce que c'est ce qu'avait fait l'entreprise, le projet passe très facilement. C'est ça. En fait, tout s'apprend, tout s'apprend. Petite anecdote et on passe au prochain point. Une fois, j'ai assuré une formation utilisateur pour des managers. Et en fait, parmi les managers, je pense qu'il y avait une dizaine, une douzaine de personnes. Parmi les managers, il y avait la responsable des agents de surface. Donc, elle était là. Moi, je disais, allez-y, connectez-vous, téléchargez l'application, mettez vos identifiants, votre adresse mail. Elle était là, comme ça, à regarder, sans dire un mot. Après, je suis parti chez elle. قلت لها ça va, كي روحك et tout. قالت لي سمعت ميل انا ما عنديش. قلت لها عندك سمارت فون؟ قالت لي دونك عندك ميل. قالت لي non mail شغل هي pour elle mail. Un email Un mail, pro. c'est pour les directeurs, c'est pour les responsables, c'est pour ceux qui ont un laptop. قلت لها non, وريت لها في التليفون. قلت لها لك عندك ادريس ميل. قالت لي بنتي دارتها لي. C'est bien, وريت لها pas à pas, voilà, comment faire, etc. Et ben, je suis revenu un mois après, j'avais rendez-vous avec cette entreprise. La personne, elle vient chez moi, elle me dit, oui, c'est génial, merci beaucoup. J'ai constaté il y avait une semaine en moins sur mon solde de congé. J'ai fait la réclamation sur mon téléphone, ça a été réglé au bout de 3 jours. Donc, vraiment, c'était c'était vraiment impactant, alors que dans une autre entreprise, on ne l'aurait même pas convié à ce Ouais, type de formation. On aurait exactement. dit, non, c'est pas la peine, elle fera la demande à son responsable et lui, il pourra faire la demande à sa place. L'adhésion des équipes. Prochain point, implémenter avec discipline. Donc là, la discipline, elle est primordiale. Dans l'équipe il faut mettre un planning clair et des étapes à passer sur une timeline. Donc, à la balai, au bout d'un mois, au bout de 6 semaines, au bout de 8 semaines. Et si je ne respecte pas ça, j'analyse, je vois pourquoi, et j'essaie de mettre en place des actions pour respecter ces délais-là. Donc, c'est pour ça que quand il a sur une date limite, moi, je vais m'avancer. Parce que je me donnerai tout le temps. Et, et ce type de projet, surtout les RH, c'est important mais pas urgent. Donc, parce qu'ils sont tout le temps en train de gérer les urgences en entreprise. Parce que pour moi, les RH, c'est ça, mais tout le temps, il y a quelque chose en entreprise, surtout les entreprises de Kibar Chouia. Et du coup, tant qu'il n'y a pas de deadline, ils ne les respectent pas. Et donc, il y a moins de discipline sur ça et le projet peut retarder. Et enfin, on a la formation ciblée par profil. Donc là, ça rejoint je crois que mon problème. Donc, il faut faire la formation ciblée par profil et par catégorie professionnelle. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On peut expliquer à chacun comment faire, comment utiliser pour pouvoir l'embarquer dans ce projet ambitieux. C'est ça. Après, on Voilà, a la il y a un commentaire, Montassar. L'adhésion des équipes à tout projet de changement est maximale lorsque le besoin émane de ces mêmes équipes. Si cette impulsion n'est pas spontanée, on peut la susciter activement pour garantir leur pleine implication. C'est à mes yeux
l'approche la plus efficace. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Communication et expliquer vraiment pourquoi on est en train de faire ça et qu'ils comprennent que ça va les aider au matin et leur quotidien et c'est pas bénéfique juste pour une seule personne. C'est ça. On va voir de la partie mesure et amélioration. Donc, tu as tout ce qu'on a dit, Manqbel, la partie planning, la partie deadline, la partie objectif, le scope PKN que vous avez fixé et suivre tout ça. Donc, si j'ai décidé de mettre en place la partie gestion administrative en un mois, aujourd'hui, je connais, il est en train d'utiliser la partie administration. Les feedbacks, je demande aux collaborateurs, est-ce qu'ils ont des feedbacks? Est-ce qu'il y a un souci sur la plateforme? Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce qu'ils ont besoin de formations supplémentaires, etc. Et au final, c'est de voir la roadmap totale de l'évolution de la mise en place de l'outil. Donc, vous aviez un scope, vous aviez un cahier des charges, vous aviez un bon de commande, vous avez fait votre commande fait, comme Kamel et tout. Mais est-ce que je suis en train de respecter mes deadlines? Si je suis en train de bien avancer, c'est très bien. Si je vois que je prends du retard, comment je peux améliorer ça? Et c'est là où il y a trop le rôle de le Customer Success sur la partie Go Live et suivi parce que tous les tests que vous allez faire, la mise en production TACOM, les premiers traitements réels que vous allez faire, les scénarios qu'ils peuvent vous donner, au moins, ils vont vraiment être là pour vous aider aussi sur le côté mesure et amélioration de la mise en place de la solution. C'est ça. Et enfin, le Go Live est suivi. Donc, il faut tester, valider, mettre en production. Ne pas avoir peur de tester rapidement et mettre en production rapidement, parce qu'il y en a beaucoup entre la partie euh, donc finalisation du paramétrage, etc., et le Go Live, ils mettent du temps. Et du coup, on se retrouve à remettre à jour la base de données. C'est pour ça qu'il faut le faire très, très rapidement. Comme le disait Amin, le post-go live est vraiment nécessaire. Il est très, très important. C'est pour ça que si on choisit une entreprise qui a un bon service customer success, il y aura un bon suivi derrière. En fait, il faut choisir une entreprise où il y a un customer success proactif et non pas réactif. Monsieur qui qui répondait, j'aimerais que lui il vienne vers moi et me dise, parce qu'en fait, quand comme les RH, tout le temps fait les urgences, tout le temps sous-staffé, ils n'ont pas le temps d'appeler un prestataire et lui dire, voilà, j'aimerais bien utiliser plus de fonctionnalités ou cette fonctionnalité ne marche pas très, très bien, mais allez, je fais l'affaire. Alors que si on a un service en proactivité, c'est lui qui appelle, qui essaie de voir, d'analyser, essayer d'améliorer l'adoption chez les collaborateurs, même chez les managers. Des fois, on a des RH qui nous disent, ouais, voilà, on a lancé, mais les managers, ils ne sont pas très impliqués. Là, on propose, on doit faire une deuxième formation pour les managers, voir quels sont les blocages. Est-ce que c'est un blocage côté produit ou côté culture? Est-ce que peut-être qu'ils sont dépassés, ils n'ont pas besoin de cette charge en plus RH ou qui n'ont pas été euh, formés sur la partie management, que c'est leur devoir et leur rôle principal en tant que manager, c'est de gérer la partie RH et non pas uniquement la partie performance. Et bien sûr, collecte des feedbacks et amélioration voulue de chez les clients. En fait, nous, notre système, en fait, il y a un point qui se fait chaque mois avec les clients, en fait, pour voir si tout se passe bien, pour collecter les demandes, en fait, les feature requests, parce qu'en fait, quand une solution est pas uniquement valable pour Talenteo, il y a beaucoup de solutions comme ça qui sont en constante évolution. En fait, il y a tout le temps des mises à jour sur la solution. Et c'est là où c'est important d'avoir un bon customer success, c'est qu'il nous informe de ce qui va venir, c'est quoi l'impact TAO, c'est quoi, comment l'utiliser et documenter tout ça. Très important. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, voilà ce qui va arriver, ça va permettre de faire ceci, cela, mais il n'y a pas de documentation derrière. Et important aussi, collecte des besoins pour pouvoir développer les futures mises à jour de la solution pour qu'elle soit alignée à ses utilisateurs. Parce qu'en fait, en vrai, il y a deux types de solutions. Il y a des solutions qui sont
Sans faire un cas, genre, pas fait place, tiens, peut-être qu'il a besoin de ceci, cela, il développe quelque chose, il le met sur le marché. Et on a d'autres solutions où c'est fait en co-construction avec les professionnels du métier. Et donc là, c'est pour ça que le Customer Success doit veiller à collecter tout le temps les besoins. Parce qu'en fait, le métier évolue. Le métier évolue non seulement dans le temps, mais évolue de manière très, très rapide, surtout avec la technologie où on utilise beaucoup plus d'outils sur la partie RH ou de pratique sur plusieurs aspects RH. Et c'est pour ça que l'éditeur doit être toujours à l'écoute de l'utilisateur pour pouvoir délivrer tout le temps la La valeur. valeur attendue par l'utilisateur final, qui est le RH au final. Et c'est ce que fait aussi le Customer Success avec nos clients aujourd'hui, c'est qu'il va suivre le client, il va tirer la valeur qu'il est en train de rechercher de la solution qu'il a pris. Donc, ça va passer par des fonctionnalités, ou là, parfois par juste un process, ou là, par un workflow de validation. Ça peut être beaucoup de choses. Et le Customer Success aujourd'hui, il est là, que ce soit pour le Go Live ou le suivi, d'accompagner le client et d'être là, que ce soit pour la partie feature request, utilisation, bien sûr, s'il y a des tickets ou autres à suivre. Donc, on a commencé à parler du rôle du Customer Success avant d'y arriver. Et voilà, donc, il y a une avant, pendant, après le Go Live et comment le Customer Success vous aide parce que, Kima Polna, si on n'a pas un bon accompagnement, on risque de mettre en péril la réussite d'un projet parce qu'on se retrouve à patauger wahadna et on n'a pas forcément, qui m'appelle Habib, s'il n'y a pas de DSI, s'il n'y a pas de personnes expérimentées dans la gestion de projet, on peut faire ça un peu à la va-vite et zapper l'essentiel. Donc, tout ce qui est planning, objectif, donc Hadou Kamel, le Customer Success, lui, va être là pour vous aider par rapport à ça. Vous voulez finir quand? Par quoi vous voulez commencer, faire un suivi régulier des étapes que vous avez. Donc, Lyon en a fait une réunion de lancement. La donnée TAC, comment elle est structurée? Est-ce que vous devez la refaire? Les conseillers, parfois, ils ont même un rôle de consultant par rapport au métier parce qu'au final, Kima Al Habib, à force d'avoir déployé beaucoup de clients, on a réussi à prendre un peu de l'expérience de chaque client en fonction des différents secteurs d'activité des différentes entreprises. Donc, le Customer Success, aujourd'hui, il a du recul pour vous aider à éviter les erreurs qui ont été faites par d'autres ou par nous-mêmes quand on avait commencé à déployer un client. Donc, la partie données, la partie conseil sur les priorisations. Donc, إذا أنت تقول له راني نخدم بإكسل ومن بعد تجي تقول له بصح أنا لازم لي لا فونكسيوناليتي تاع un workflow hyper compliqué de validation sur la partie paye ou là, sur la partie congé, Asna, il va vous dire non, mais Asna, parce qu'il n'y a pas, et ensuite on ira sur ce qui doit être fait. Et c'est là où lui aussi va faire la collecte à les feature requests que vous aurez peut-être besoin et comment les mettre en place. Donc, après le Go Live, il va être là pour vous aider l'utilisation qui m'appelle Habib. Donc, ça passe par des appels, par des enquêtes de satisfaction, par vous informer à les annonces importantes, les iconos, le logiciel. Et enfin, il va toujours vous aider sur la partie formation. Donc, les formations sont toujours incluses dans la partie déploiement. S'il y a un besoin de formation nécessaire, c'est lui qui va le détecter. À l'accepte justement, avec l'adoption, l'utilisation de la solution. Il va vous donner tous les guides et help centers qui sont nécessaires. Donc, si vous avez besoin d'articles, de documentation, de vidéos, de foires aux questions, donc ils sont là pour documenter tout ça et vous donner les informations. Et bien sûr, gérer les tickets selon les niveaux de priorité. À la SLA, il est icône. Donc, si on est dans la technologie, donc bien sûr, des fois, il y a des bugs, des fois, il y a un souci. Ça arrive à tout le monde, pour les géants. Donc, ils sont là pour. Ça peut arriver à tout le monde. S'il n'y a pas de bug, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Exactement. C'est qu'il n'y a pas de développement sur la solution. Donc, voilà principalement le rôle du Customer Success. Et on va arriver le dernier exemple. C'est surtout le déploiement à 45 jours de notre client, de notre cher client, les laboratoires Salem. On va essayer de le faire rapidement. Il est midi 20, on sait que vous avez faim. Donc, on va essayer d'aller rapidement sur ça. Je vais faire le topo sur les 3 points
très important. Donc, c'est la définition d'une équipe projet, un cadrage et de la communication. Quand on parle de cadrage, on parle de deadline, on parle d'objectifs et des améliorations que vous pouvez apporter. Deuxièmement, on va avoir le choix de votre solution. Qu'est-ce que vous devez prendre en compte? C'est en fonction de votre taille, de votre secteur d'activité, de votre maturité. Mais si vous êtes, ça peut arriver à tout le monde de s'imaginer qui peut tout avoir, mais ça peut répondre parfois à n'importe quelle entreprise. Et surtout, le deuxième point, c'est la qualité de l'accompagnement du customer success. Et enfin, donc, pour résumer tout ça, quand vous avez la bonne méthode, vous pouvez déployer rapidement et avec les résultats que vous attendez. Une fois qu'on a fixé votre objectif, que vous savez où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez améliorer avec les bonnes personnes, avec le bon outil, ça ne peut se passer que très, très bien. Donc, ce sera à vous de fixer votre objectif ambitieux, si c'est 10 jours, 20 jours, 45 jours. Et là, on va voir comment les laboratoires Salem l'ont fait pendant 45 jours. Pour ceux qui ont été avec nous le précédent événement Tarna, le DRH les laboratoires Salem en a témoigné lui-même. Et donc aujourd'hui, on a voulu le reprendre pour donner ce bel exemple à toute entreprise. Voilà, en fait, laboratoire Salem, c'est un très très bon exemple parce que, en fait, il voulait, il voulait lancer la solution, mais il savait très très bien ce qu'il voulait. En fait, le DRH savait exactement là où il voulait arriver et quand il voulait arriver. C'est ça qui est très très important dans l'histoire. Parce qu'en fait, des fois, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas quand. L'essentiel, c'est d'y arriver un jour. Et là, quand on dit, comme le dit le proverbe, un, comment je dirais, un un rêve. Et donc là, lui, il avait un objectif, mais avec un plan d'action derrière. Donc, avant Talenteo, il avait des données RH dispersées, donc il était sur Excel, papier, etc. Surtout qu'il faut savoir qu'ils ont beaucoup de sites, donc ils ne sont pas centralisés sur un seul site. Et ils sont Les plus de process 500 sont lourds. collaborateurs. Pardon? Ils sont plus de 500 collaborateurs. Exactement, ils sont plus de 500 collaborateurs sur plusieurs sites. Et donc, ils avaient des process lourds, même pour valider un congé, c'était lent. Donc, des fois, une feuille peut faire le tour du monde avant d'arriver sur un bureau. L'expérience collaborateur, elle était peu, pas peu digitalisée, mais pas du tout digitalisée. Et là, le DRH voulait vraiment révolutionner cette partie-là et révolutionner cette gestion et surtout son expérience, l'expérience collaborateur. Parce que je me rappelle très bien, c'était un des objectifs principaux Théo, c'était d'avoir une expérience collaborateur intuitive, facile et agréable à utiliser. Et j'allais rajouter aussi, donc il ne faut pas oublier aussi que Laboratoire Salem, c'est plus de 20 ans d'existence. Donc, c'est 20 ans d'habitude de gérer quelque chose. Donc, ce n'est pas une entreprise qui existe depuis 5 ans ou 10 ans, où on va dire que c'est relativement neuf. Les process ne sont pas trop. Là, on est sur plus de 20 ans, je pense. Donc, le challenge, il était plus. Et donc, c'est le type d'entreprise où la tranche d'âge peut être très élevée. Il n'y a pas forcément, c'est pas une entreprise qui est très jeune en termes de moyenne d'âge. Donc, il y a de catégories. En fait, si je me rappelle bien, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que l'employé le plus jeune en entreprise chez eux, je pense qu'il a 8 ans, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment une bonne rétention. C'est une entreprise qui sait garder ses talents. Et de ce fait, donc, rejoint où je parle avec le c'est que c'est pas la moyenne d'âge, parce qu'ils ont beaucoup de personnes âgées, mais ils étaient vraiment engagés dans ce projet-là parce qu'ils savaient que l'entreprise avait déjà cette bienveillance. Donc, s'ils allaient mettre quelque chose en place, ce n'était pas contre eux, mais c'était pour eux principalement. Donc, comment ils ont fait les laboratoires Salem? Donc, Imar Al-Habib, le DRH savait qu'est-ce qu'il voulait et où est-ce qu'il voulait aller et quand. Donc, il a fixé des objectifs clairs. C'était de centraliser ses données, simplifier les process, offrir une meilleure expérience collaborateur dans les équipes. Donc, pour atteindre les objectifs, il a cherché un outil qui est simple, qui est intuitif et qui correspond à son besoin. C'est ce qu'il a fait. Il a choisi en bas son SIRH
selon ce qu'il recherchait. Donc, il fallait que ce soit simple pour que les employeurs, pour que les collaborateurs puissent l'utiliser simplement, que le déploiement soit possible en 45 jours parce qu'il avait fixé une deadline qui était le Talent Selm Day ou quelque chose comme ça. Ils avaient appelé ça comme ça. Ils avaient une grosse réunion de tous les employés à CETIF et il a dit, je veux que ce soit au live ce jour-là. C'était symbolique pour lui, c'est un projet que lui a mené. Donc, il a dit, je veux que ce soit fait en 45 jours. Et il a choisi aussi le support et l'accompagnement vers le Customer Success. Et enfin, je déployais, il a suivi un peu les étapes. Donc, il a fixé son équipe projet. Lui, par exemple, il avait pris, si je ne me trompe pas, les 3 suites. Donc, la partie admin, la partie évaluation, enfin développement RH et la partie paye. Donc, il a mis un chef de projet sur chaque volet. Ouais. Il était là en tant que sponsor, chapeauter le projet, et il a mis une personne sur chaque partie. La partie rémunération était gérée par le spécialiste paye, la partie évaluation était gérée par le spécialiste développement, et la partie admin par le responsable administrateur, avec bien sûr des deadlines qui vont être fixés avec le Customer Success pour pouvoir atteindre les objectifs de date les d'Alora. Et il a réussi à le faire pour plus de 500 employés sur pratiquement tous les modules en 45 jours. Alors qu'on a eu des clients qui n'ont pas réussi à déployer un module, la partie admin, d'Alora en 45 jours. Donc, vraiment, Et plus petite, beaucoup plus petite. Hein. Et des fois, petite, beaucoup plus petite. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est parce que aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'assiduité, les hadkouns et la sous-estimation du projet avec le Customer Success. Donc, les meetings qui vont être reportés, bien sûr, on peut avoir des imprévus. de temps en temps, oui, parce qu'il y a eu une priorité légale ou là, il y a eu une urgence. Mais dans la globalité, les deadlines sont respectés, surtout. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les laboratoires Salem ont pu atteindre l'objectif qui m'a bon. Donc, les résultats, je te laisse Habib finir. Bon, les résultats, on en a déjà parlé, donc on risque de se répéter. Donc, le SIRH était opérationnel en 45 jours. Donc, les process RH ont été digitalisés, je dirais à 90%, dès, je pense, 2 semaines après le lancement. Mais au fait, sur cette partie-là, je reviens sur un petit conseil. En fait, il y en a beaucoup qui essayent les nouveaux outils, mais en gardant les anciens. C'est normal. Le changement, ça échoue. On ne peut pas lâcher quelque chose et partir vers autre chose sans garder les anciennes pratiques. Surtout quand c'est une entreprise qui a un âge assez avancé, une entreprise qui a 20 ans de pratique, donc c'est difficile de lâcher les pratiques. Donc là, les process ont été rapidement digitalisés parce qu'ils ont mis fin aux anciens process. Donc il n'y a plus, par exemple, pour les demandes RH, par exemple, il n'y a plus de demandes par mail, il n'y a plus de demandes par téléphone, ce n'est pas pris en charge. Vous voulez prendre une attestation de travail, vous la faites sur la plateforme et vous suivez l'état d'avancement de ticket. Vous ne venez pas pour me relancer ou quoi que ce soit. Vous voulez faire une demande de congé, vous le faites sur la plateforme. Votre manager la valide directement. Donc, il n'y a plus de process. Le QDEM, il est applicable en parallèle. Parce qu'il y en a qui font sur le chevauchement. Des fois, les RH se retrouvent à ressaisir parce que l'ancien, il lui assigne un congé. Alors que non, il faut être radical et se dire, à partir d'aujourd'hui, voilà les nouveaux process. Donc, une meilleure visibilité sur les données collaborateurs, ça leur a permis de centraliser, avoir des reportings, prendre des décisions vraiment authentiques et surtout, de mettre à jour, allez, c'est toutes les entreprises, les c'est de mettre à jour rapidement leur base de données collaborateurs. Parce que des fois, je vous donne un petit exemple, hein, c'est le contact d'urgence. Généralement, dans il n'est jamais mis à jour. Jamais. Et pourtant, le contact d'urgence peut changer le lendemain. Parce que nous avons un contact d'urgence Lyon, la personne elle peut décéder, je peux divorcer, je peux ne plus être à côté de cette personne. Donc la personne elle a quitté la région, donc elle ne devient plus le contact d'urgence à contacter. C'est juste un petit exemple. Mais il faut toujours, là, ça permet vraiment de mettre à jour toute la base de données, tout ce qui est adresse, le nombre d'enfants, etc. Donc, tout ce qui est en relation aux informations du collaborateur.
Et puis Et même là, il y a une adoption. pardon, Habib, pour les entreprises multisites les laboratoires Salem, la donnée était totalement dispersée. Des Ouais. FLADG, الورق تاع كامل les employés تاع هذاك السيت، فلوزين عندي الورق تاع كامل les employés تاع هذاك السيت. Donc ils avaient rien de centralisé et un SIRH justement pour eux c'était surtout ça, c'était centralisé كامل la donnée تاعهم qui était dispersée sur je sais pas combien de sites ils avaient, mais en tout cas je me rappelle qu'ils en avaient beaucoup. Donc, je pense trois ou quatre. Je Voilà. pense trois. 3-4 sur différentes régions, c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. Donc voilà, enseignement, quand les objectifs sont clairs et l'équipe projet identifiée, on peut aller vite. Euh, Vite et efficacement surtout. Donc, le SIRH devient un levier de modernisation et pas juste avec un outil de plus ou là, un nice to have. Ou là, c'est pas juste une vague de tendance, ouais, tout le monde digitalise, viens, je vais digitaliser. Il faut savoir, oui, c'est quoi l'objectif derrière, mettre les moyens qu'il faut. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, là, il faut mettre les moyens, même au détriment d'autres choses. Il dit urgence, pour le non, j'ai un projet à faire et à finir dans le temps. Ensuite, je vais voir les autres urgences. Donc, et là, le rôle du Customer Success a joué un rôle déterminant pour justement structurer le déploiement, prioriser, accompagner, que ce soit avant, pendant ou après le déploiement, même par rapport à l'adoption de certaines fonctionnalités qui n'avaient pas lancé dès le départ pour les annonces, par exemple, pour la communication en interne, etc. Et donc, là, je parle de manière générale, pas uniquement avec cet exemple-là, mais l'accompagnement post-go live, il est très, très, très important. Mm. Très, très important. Et je rajouterai un dernier point pour essayer de clôturer tout ça, c'est que même pour vous, en tant que professionnel RH, gérer un projet comme ça peut vous faire monter en compétence sur différents aspects, que ce soit sur l'aspect relationnel, que ce soit sur l'aspect gestion de projet, que ce soit sur l'aspect fonctionnel. Donc, voilà, vous allez chercher plus de solutions à certaines problématiques. Donc, vous allez trouver d'autres parties de la RH, entre guillemets, où vous allez vous spécialiser. Donc, ce n'est pas un plus que pour l'entreprise. Pour l'entreprise, ce sera un plus. Et puis, même pour vous, vous allez avoir un outil et c'est vraiment stratégique et c'est non pas juste opérationnel, surtout. Donc, vous allez travailler sur quelque chose de beaucoup plus stratégique et surtout, une fois que vous allez finir tout ça, vous allez avoir plus de temps pour travailler sur des trucs qui vont être beaucoup plus importants, comme les évaluations si elles ne sont pas mises en place, comment faire monter en compétence les collaborateurs Tawacom, comment je peux améliorer plus la rétention des talents, qu'est-ce que je peux analyser que je n'ai pas eu le temps d'analyser ces 10 dernières années que je suis là, je ne sais pas, turnover l'entreprise. Donc, c'est vraiment un projet stratégique pour l'entreprise et pour vous en tant que responsable RH. Et ça ne peut vous apporter vraiment que du plus et ce sera une expérience très positive pour vous, je pense. Quand c'est bien mené et que vous avez les bons outils, vous serez capable de le faire à différentes échelles, peut-être dans une autre entreprise, peut-être comme je ne sais pas, mais c'est quelque chose d'important au final aujourd'hui, surtout en 2020. Voilà, donc c'est un projet, je reviens sur deux points. C'est un projet stratégique et impactant surtout. Impactant dans le sens très large. Donc ça impacte tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau de poste ou quel que soit leur niveau de digitalisation. C'est tout le temps stratégique et impactant. Voilà, je sais pas. On a fait le tour. Si vous avez d'autres commentaires à nous laisser ou là, si vous voulez nous contacter directement, directement sur ce sujet, on se fera un plaisir. Donc, que ce soit moi, Remayed ou la Habib Mihoubi. Ou bien si vous voulez voir d'autres aspects, pareil, vous pouvez nous laisser vos informations, on vous contactera directement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a un sujet en particulier. Je pense que خلاص même هما محبين يروحوا ياكلوا.
Je vous en prie. Merci, Siwa. En tout cas, merci beaucoup, les plateaux d'âme, début de la fin. Merci de votre participation, non seulement à l'événement, mais aussi sur le chat. C'était très enrichissant. C'était comme ça. Vos partages d'expérience, vos remarques et vos commentaires ont été nous ont beaucoup aidé pour animer cette session-là. N'hésitez pas à nous contacter encore une fois. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, pour ceux qui veulent peut-être récupérer cette présentation, si ça peut vous aider, on peut vous l'envoyer. Donc, que ce soit Anna ou la Habib, n'hésitez pas à nous contacter directement. Exactement. Sur LinkedIn, Habib Mehrobi et Rimayad. Voilà. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Salut Habib. Ciao, ciao.